10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Quoi de mieux que de démarrer sa journée avec une bonne dose de culture générale? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre programme matinal, le 10h midi, le rendez-vous du donner et du recevoir en partage d'expériences, de rencontres et d'invités de marque. Alors, comme on a tendance à le dire, le besoin premier d'un peuple, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, nous allions être fournis en culture générale. La découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Alors aujourd'hui, nous allions discuter de 3 rubriques, à savoir comme première rubrique, la rubrique agriculture, terre fertile, main verte, la rubrique jeunesse et entrepreneuriat et la rubrique tech. Nous allions commencer par la rubrique agriculture, terre fertile, main verte, dans lequel nous aurons comme invité Steven Moussa, qui est entrepreneur agricole, fondateur de GIE Elite Palme, conférencier, coach et aussi consultant en agriculture. Bonjour Steven. Bonjour à toi et merci pour l'invitation. Merci, je vous en prie. Alors, nous allions discuter du thème suivant, l'importance de la formation en agriculture avant de démarrer un projet agricole. Alors, Steven, nous voyons au Sénégal que pas mal de jeunes commencent déjà à s'intéresser au domaine agricole, mais pas mal aussi se lancent sans être formés. Il y a pas mal de conséquences néfastes qui leur arrivent. Donc, pour vous, tout en rappelant le contexte, bien sûr, quels sont d'abord les préliminaires ou on va dire les bons conseils en tout cas à prendre en compte avant de pouvoir mettre en place son projet agricole? Tout d'abord, je vais commencer par te remercier pour l'invitation. Vous encourager aussi dans votre dynamique parce qu'effectivement, le partage d'expérience fait partie de la vie et amène au développement. Pour répondre à ta question, effectivement, l'agriculture est devenue à la mode. Moi, à mon époque, j'ai commencé l'entrepreneuriat agricole il y a plus de 20 ans ici au Sénégal. J'ai été formé ici au Sénégal. Et à l'époque, tout le monde fuyait. Justement, exode rural, tout le monde fuyait et tout le monde même se moquait de moi quand j'étais dans les champs en train de cultiver, de nettoyer ou faire d'autres activités. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus une mode arriver sur ce qu'on appelle l'agro-business. Alors effectivement, la formation, c'est la base de toute chose. Être formé, mais aussi avant de se former dans un métier, quel qu'il soit, il faut d'abord être sûr de son choix. C'est-à-dire l'agriculture, c'est un métier, mais c'est un métier qui nécessite tout d'abord d'avoir la passion et l'amour de ce métier. Parce que c'est un métier qui est quand même très difficile, qui a beaucoup de contraintes. Donc la formation, c'est une chose, mais avant d'y rentrer, voilà, il faut savoir où on va, il faut prendre les bonnes informations. Et justement, via les réseaux sociaux, via des émissions comme la vôtre, on est là justement pour essayer d'éclaircir certaines choses et de faire en sorte que les jeunes qui souhaitent se lancer dans ce secteur d'activité, qui ne manquent pas de travail. Parce que l'agriculture nourrit la population. Sans agriculteurs, personne ne mange. Donc c'est un métier sur le principe où il n'existe pas de chômage. Mais on va y revenir, je pense, dans la discussion. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, l'entrepreneuriat agricole. Donc, tout d'abord, pour quelqu'un qui veut mettre en place ce projet, ou bien, je dirais, vous êtes déjà entrepreneur agricole depuis près de 20 ans, plus de 20 ans déjà. Donc, quels sont les défis majeurs, les problèmes que vous rencontrez le plus? Je pense que vous aviez été au Sénégal, vous aviez été certainement aussi dans d'autres pays. Donc, quel est le majeur problème que les agriculteurs rencontrent? Alors déjà, je pense qu'il faut revenir sur un point. Quand on parle d'entrepreneur agricole, il faut savoir que l'agriculture prend en compte énormément de compétences totalement différentes. Un entrepreneur agricole, ce n'est pas forcément un agriculteur. Et un agriculteur a également énormément de volets. On a du maraîchage, donc on a des maraîchers, on a des fruitiers, on a des pépiniéristes. Chacun, on a des éleveurs, chacun dans son domaine de spécialisation. Mais on a aussi des prestataires de services dans le secteur agricole. Que ce soit, et c'est ce qui est mon cas. Moi, je suis prestataire de services dans tout ce qui est aménagement d'exploitation agricole.
Et dans cet aménagement-là, il y a énormément de corps de métier. Parce que qui parle d'une ferme agricole, d'un champ, on a de l'électricité, de la plomberie, de l'irrigation, de la plantation, de la maîtrise technique dans énormément de domaines. Donc, c'est pour ça que l'entrepreneuriat agricole, c'est un domaine très vaste et chacun peut y trouver son compte en fonction de ses envies et de ses visions. Plus ou moins. Ok. Alors, donc vous êtes beaucoup plus dans le coaching. Et donc, vu que vous n'êtes pas, je vais dire, un paysan, un agriculteur, dans l'ensemble de vos coachings que vous avez eu à accompagner des personnes, quelles ont été leurs difficultés qu'ils ont eu à rencontrer, ou bien les défis au fait qu'ils voulaient surmonter par rapport à vos services? Écoute, en fait, on a trois catégories de profils. On a le profil du jeune étudiant ou pas qui souhaite et qui a des envies de se lancer dans l'agriculture, qui a des terres ou pas, et qui est passionné, qui a une formation ou pas. Donc là, moi, on me contacte, ces jeunes-là me contactent, et j'essaye d'échanger avec eux, comme on le fait aujourd'hui, sur ma vision des choses, et j'essaye de leur apporter des suggestions par rapport à leur profil. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a le profil des investisseurs. C'est-à-dire, c'est des personnes lambda, sénégalaises, locales de la diaspora ou des étrangers, qui travaillent dans d'autres domaines et qui souhaitent faire un investissement, placer leur argent. Et la première chose qui leur vient en tête, c'est l'investissement dans l'agriculture. Alors, quand on parle d'investissement dans l'agriculture, déjà on parle d'acquisition de terrain, et ensuite on parle d'aménagement de terrain, et en dernier on parlera de l'exploitation de ce terrain-là. Alors là, quand on parle de contraintes, il y a énormément de contraintes. Déjà, c'est la levée des fonds, la mobilisation de ces fonds-là, et ensuite l'application. Donc la réalisation, le temps des réalisations, etc. Mais ça, c'est pas le plus compliqué du moment où on est bien encadré, où on a des professionnels qui sont rigoureux et qui font en sorte de vous accompagner dans l'aménagement de leur projet. Mais ensuite, c'est comme acheter une voiture. On peut acheter une voiture, mais il faut savoir la conduire. Et aussi, il faut pouvoir avoir les fonds pour mettre le carburant, pour arriver à destination. Donc, c'est exactement la même chose dans un projet d'investissement qui soit agricole ou autre. Donc, juste pour finir sur ça, par rapport à la plus grande contrainte que ces profils d'investisseurs rencontrent, c'est la contrainte au niveau de la ressource humaine. Ça, c'est un très grand problème au Sénégal. C'est que beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir de travail, mais quand on leur offre la possibilité de travailler dans ces fermes, très rapidement, ils retournent la situation et commencent à créer des problèmes ou voire même quittent complètement ce poste. Parce qu'encore une fois, l'agriculture, c'est un métier qui est contraignant, qui est difficile. On est en plein soleil sous 45 degrés, du matin au soir. Alors, on a l'employé agricole et on a l'agriculteur, le fermier qui vit dans sa ferme 24 heures sur 24. Et c'est là où les gens doivent être confiants, qu'ils aient conscience que l'agriculture, avant d'être un métier, c'est un mode de vie. Si vous n'avez pas la volonté et si vous n'êtes pas prêt à vivre cette vie-là, je vous conseille de ne pas rentrer dedans. D'accord. Donc ceux qui sont pressés de se faire de l'argent sans effort, voilà. Donc Exactement. C'est déjà un autre projet. Et ce que vous avez dit aussi, c'est très intéressant. Ces personnes qui sont au chômage, ils se disent que je dois travailler dans un bureau, dans un endroit climatisé, ou avoir un emploi en tout cas dans lequel je ferai pas beaucoup de choses, mais que je percevrai des sous à la fin du mois. Alors ce travail dur dont vous parlez, du matin au soir, et de dire aussi que l'agriculture avant tout c'est un mode de vie et qu'il faut avoir ça à l'esprit et travailler ça psychologiquement. Donc vous, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à vous tourner vers l'agriculture? Moi, à l'époque, en fait, moi je suis arrivé en Afrique, j'avais 16 ans. Je suis arrivé au Togo. Au Togo, j'étais installé dans des fermes villageoises où je participais avec eux dans les travaux agricoles. Ensuite, j'ai traversé le Burkina Faso pour arriver au Mali. Et là, pareil, j'étais dans un village où je participais aux travaux agricoles. J'accompagnais en fait les femmes de la famille dans les champs
pour la préparation de la campagne de saison des pluies à l'époque en 2003. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Ça n'a pas été un choix, ça n'a pas été une contrainte. Naturellement, j'ai accompagné ces filles-là dans les champs. Et en fait, une petite histoire d'amour est rentrée dans la dynamique. Malheureusement, j'ai eu le palud cérébral à cette époque-là. On m'a soigné et très peu de temps après, on m'a dit que j'allais partir au Sénégal. Donc j'allais quitter cette famille et je suis arrivé au Sénégal. Bon, en arrivant au Sénégal, bon, certaines choses se sont passées et j'ai pris la décision et j'ai demandé à mon tuteur à l'époque s'il était possible que je reste au Sénégal pour faire une formation agricole. Et c'est là où l'histoire a commencé. Mais l'agriculture est rentrée en moi depuis le Mali, avec cette volonté ferme d'apprendre l'agriculture. Et en fait, après, c'est du fil en aiguille, en fait. Et puis, c'est surtout le mode de vie rural, isolé, au calme, en dehors de la modernité qui devient un peu du grand n'importe quoi. Et on le voit de toute façon avec Dakar et les grandes villes. On voit que bon, c'est un peu l'anarchie. Donc voilà, en fait, c'est un tout qui a fait que, et puis c'est surtout le destin. C'est la destinée qui a voulu que je rentre dans la grande famille de l'agriculture. D'accord. Et nous sommes quand même ravis de savoir cela. Alors, tout juste, vous venez de dire que vous avez eu à accompagner des femmes en saison des pluies pour les encadrer carrément dans l'agriculture. Et quand vous étiez là-bas, en saison des pluies, déjà, il y a pas mal de gens ici au Sénégal qui disent qu'ils ont des problèmes. Et que bon, par exemple, avec la récolte de l'oignon, les oignons pour qu'ils suivent, que ce soit oignons, pommes de terre ou même d'autres légumes qui sont là. Et vous, quelle expérience est-ce que vous aviez eue sur la récolte des légumes ou des fruits en saison des pluies? Alors là, on en revient à la formation. Parce que toute spéculation nécessite des compétences. Moi, je suis pas spécialisé en maraîchage, mais j'ai quelques notions. Par exemple, pour l'oignon, il y a des méthodes de culture, il y a une époque de récolte, il y a un cycle à respecter pour que quand l'oignon est récolté, il soit conservable le maximum de temps. Ensuite, il y a les conditions de stockage et de conservation qui rentrent en compte. Le problème que moi je vois souvent, par rapport à l'oignon par exemple, c'est que les agriculteurs, que j'appellerais lambda, les débrouillards, ne maîtrisent pas forcément toutes ces données techniques, vont peut-être utiliser des engrais à des mauvaises périodes, vont peut-être récolter trop tôt ou trop tard, et surtout n'ont pas forcément la capacité de stocker leur récolte. Donc c'est des produits qui sont pas forcément finis et qui se retrouvent sur un marché dans des conditions, on voit les légumes en plein soleil, etc. Donc c'est pas les conditions idéales pour conserver tout ça. Donc c'est là où, encore une fois, je pense que la sensibilisation et la formation de ces populations paysannes, d'agriculteurs, soient mises en place par des comités et autres. Mais bon, ça, je pense que justement le nouveau gouvernement, dans sa politique et dans sa dynamique de développement du secteur agricole, a certainement déjà pensé à ça et va certainement faire en sorte de dynamiser ça. Parce que pour moi, c'est vraiment la base. C'est la maîtrise technique de tous les points. Voilà. Donc, effectivement, le gouvernement a prévu de vraiment renforcer et de promouvoir l'agriculture, mais espérons aussi qu'il y ait un suivi de ces lois et de ces différentes tâches qui seront mises en œuvre. Alors, vous êtes aussi le fondateur de GIE Elite Palm, et on aurait bien aimé savoir ce dont il s'agit exactement. Ok, voilà, effectivement, j'ai créé une structure qui s'appelle le GIE Elite Palm. Ça fait de ça 2 ans, en plus de mes activités de consultant. En fait, pourquoi j'ai créé cette structure? Parce que je suis arrivé à un constat que au Sénégal, il n'existait aucune plantation majeure de palmier à huile. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de filière de palmier à huile. Le palmier à huile, c'est ce qui produit, généralement ici, on connaît l'huile rouge. L'huile de palme rouge, le dioutir, utilisé dans les plats traditionnels. Donc, on trouve des populations de palmiers à huile sauvages. C'est ce qu'on appelle des palmiers à huile endémiques. On en trouve beaucoup en Casamance. Tout le monde le voit en Casamance. Mais on en trouve tout le long de la côte. De Casamance jusqu'à Lompoul. Donc, ça fait quand même une grande distance. On en a ici à Dakar. Il y a quelques plants de palmiers à huile qui traînent ici. Dans la zone des Niayes aussi, pareil. Et donc, de ce constat-là, j'ai fait des recherches au niveau international pour savoir
comment on peut faire pour créer ici et structurer ici au Sénégal une filière sur une base fiable. C'est-à-dire que dans l'agriculture, la première chose à maîtriser, c'est la qualité du matériel végétal. C'est-à-dire la semence, la graine, l'origine de cette graine, l'origine de la variété. Donc j'ai fait des recherches et je suis arrivé à une conclusion qu'une certaine structure s'appelant Palmélite, filiale du CIRAD. CIRAD, c'est un très grand centre de recherche agronomique de renommée internationale qui fait de la recherche depuis des décennies, voire même plus d'un siècle, en termes agronomiques. Et donc la filiale Palmélite est spécialisée dans la recherche sur le palmier à huile. Ils sont présents en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Et ils ont principalement travaillé sur la recherche en Afrique pour obtenir des variétés résistantes à certaines maladies endémiques ici en Afrique et aussi résistantes au climat, qui n'est pas forcément idéal pour le palmier à huile, par rapport à la pluviométrie, l'hygrométrie, etc. Donc de ce constat-là, j'ai pris la décision, sur fonds propres, avec des associés qui m'accompagnent dans l'aventure, de créer cette structure et de devenir partenaire principal et exclusif de Palmélite au Sénégal et en Gambie. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète les semences certifiées, qu'on fait venir ici au Sénégal de manière tout à fait légale et structurée. On produit des plants de palmier à huile certifiés ici au Sénégal, qu'on propose à la vente à des clients, à des investisseurs et à des bailleurs de fonds qui sont intéressés pour investir sur cette filière. Voilà. Alors bon, on va dire que c'est une filière très en vogue, mais c'est aussi une filière qui reçoit pas mal de critiques. Parce qu'on dit par exemple que l'huile rouge est utilisée par certaines industries cosmétiques et autres. Certains disent que ça cause le cancer. D'autres disent que ça détruit le sol. Vu que vous êtes un expert, vous pourriez m'en dire plus. Il y en a, ils disent que ça, on va dire, ça prend, genre ça détériore carrément le sol et que, par exemple, en Amérique du Sud, je sais pas, oui, je pense bien que c'est en Amérique du Sud, ça cause la disparition des orang-outans. Donc, comparé à toutes ces critiques, quel est votre avis? Alors là, c'est une très bonne question que tu me poses. Et justement, ça va permettre aux gens de comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur notre terre, il y a ce qu'on appelle les stratégies géopolitiques. Si aussi vous pouviez intégrer le Wolof comme ça, que toute la... Il y a pas de problème. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est contrôlé par l'Occident. D'accord? L'Occident, aujourd'hui, n'a pas intérêt à voir les pays qu'on appelle les pays en développement se développer. Pourquoi? Parce que c'est pas dans leur intérêt économique. Donc, ils cherchent des moyens de discréditer certaines filières ou certaines exploitations. Par rapport au palmier à huile, le palmier à huile, alors il y a deux choses à prendre en compte. Le premier aspect, c'est l'aspect écologique. Et là, on va tous être d'accord pour dire qu'effectivement, dans des zones de forêt naturelles, comme par exemple en Indonésie, en Malaisie, etc., dans les zones vraiment tropicales, en Amazonie, etc., ou dans les zones du Congo, Gabon, où il y a vraiment de la forêt dense, quand on rase cette forêt pour mettre à la place du palmier à huile, ça a un très grand impact environnemental négatif par rapport à la faune et à la flore qui vivent dans ces régions-là. Donc là, effectivement, on est tous d'accord pour dire que c'est très négatif. Et ça a c'est ce qui amène une très mauvaise image pour le palmier à huile en l'occurrence. Sauf que dans une zone comme le Sénégal, où c'est un pays qui est faiblement boisé, nous, ce qu'on essaye de mettre en place, justement, c'est un reboisement intelligent. C'est-à-dire, c'est planter des arbres qui ont une durée de vie très longue, de plusieurs décennies, qui vont capter du CO2, qui vont créer des microclimats dans des zones localisées et qui vont favoriser l'agriculture en dessous de ces palmiers, grâce à ce microclimat-là et à la protection contre le vent, l'érosion et tout ça. Donc, on n'est pas dans le même schéma. Et la deuxième chose, c'est par rapport au lobby qui est mis sur la santé humaine et animale. Là, c'est totalement faux.
Et de toute façon, tout produit de consommation, du moment où il est consommé en excès, est nocif pour la santé humaine. N'importe quel type d'huile, huile de tournesol, huile d'olive, quelque type d'huile, si elle est consommée en excès, elle est nocive. Donc, l'huile de palmier, ça sera la même chose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le palmier, on obtient plusieurs produits. On a l'huile rouge, de l'extraction issue de la pulpe. Cette huile rouge-là, elle peut être transformée, raffinée, en huile végétale. Donc c'est de l'huile qu'on consomme, par exemple, pour faire les fritures, pour faire le thieboudienne, ou même pour de l'agroalimentaire. Tout ce qui est pâte à tartiner, le beurre, tout ça, il y a de l'huile de palme dedans. Parce qu'elle a justement des grands avantages. Et c'est surtout aussi que le palmier à huile sur 1 hectare est 15 fois plus productif que n'importe quelle autre culture oléagineuse. Que ce soit de l'arachide, que ce soit du tournesol, peu importe. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, justement, la création économique de cette filière-là, elle est énorme pour les populations locales. Donc, pour répondre à cette question-là, il faut pas se fier, et je pense que justement les générations actuelles, les nouvelles générations, savent très bien que l'Occident manipule beaucoup l'opinion publique dans son intérêt personnel, pour éviter que les pays en développement se développent. Donc moi, j'encourage toutes les personnes toutes les personnes qui souhaitent investir dans une filière à gros potentiel, mais surtout à un grand impact local. Le palmier à huile est une très bonne option, mais à condition que ce palmier-là soit de qualité certifiée. Ça aussi, c'est un point très important. D'accord. Alors, merci quand même pour ça. Et de ce fait, j'allais même souligner, quand on fait, par exemple, des recherches sur l'huile de palme ou l'huile de palmiste qui est dérivée des noix, carrément du fruit de palmier, on voit carrément pas de recherche, même sur Wikipédia, il y a très peu de recherches. Mais comme vous l'aviez dit, on va dire que les Africains ont été faibles par rapport à la technologie et aussi, on va dire, à l'écriture qui est déjà là, vu que nous n'avions pas de contrôle sur ça. Et donc, nous croyons à tout ce que nous voyons. Et du coup, quand ce n'est pas écrit, quand il y a ça qui est dit, nous-mêmes, nous croyons à cela, alors qu'au village, nos mamans, nos grands-mères, quand elles l'utilisent, on est quand même en train de se poser la question, est-ce que ce ne serait pas paradoxal? Ils disent que c'est pas bon et pourtant, nous, on se soigne avec, dans la pharmacopée, on le voit, et on en consomme, et jusqu'à présent, voilà, on n'a pas de maladie et autres. Donc, quand même, il y a des questions à se poser par rapport à cela. Et lors de ma première question, certainement vous n'y avez pas répondu, mais quels sont les éléments à prendre en compte quand quand on veut mettre vraiment en place un projet agricole? Par exemple, la personne qui va produire, on va dire, des jus de bissap et qui dit est-ce que ce serait pas bien que j'ai une plantation ou que j'achète carrément chez un fournisseur, que je parte directement en acheter au marché, alors que si par exemple on veut mettre un projet en place, il y aura de l'investissement à prendre en compte. Donc quel est votre conseil pour ces personnes qui veulent mettre en place cela et sans avoir un aperçu global au fait de ce qui les attend? En fait, tout dépend de la stratégie et de ce qu'on souhaite atteindre. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure en off, on a une grande contrainte en tant qu'exploitant. La contrainte principale qu'on rencontre, comparativement aux paysans, aux villageois, c'est que l'exploitant a des charges, a des coûts de culture. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple du bissap. Aujourd'hui, tu fais 1 hectare de bissap. En dehors du coût de la semence, du semis et de la main-d'œuvre pour l'entretien de ce champ-là, jusqu'à la récolte, on a encore après tous les coûts de récolte et de traitement des calices, etc., du séchage, jusqu'à que le produit soit prêt à être transformé en jus ou autre. Et comparativement au paysan, qui lui n'a pas de contrainte d'employé, puisque c'est lui qui travaille, il fait travailler sa famille et personne n'est payé. Et ils n'ont pas forcément la vision et comment on peut dire ça, ils n'ont pas forcément conscience du coût de revient de leurs produits. Donc la différence à l'arrivée, elle est énorme. Maintenant, tout dépend du coût qu'on a nous à la production. Donc la personne qui souhaite investir dans une filière ou dans un projet, tout va dépendre de la finalité.
si c'est pour vendre comme les autres au bord de la route, etc., ou si c'est pour transformer et apporter une plus-value. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est surtout, il y a un point très important, c'est que quand vous maîtrisez de A à Z la chaîne de valeur, c'est-à-dire du semis à la culture, à l'entretien de la culture, à la récolte jusqu'à la transformation, vous pouvez garantir à votre client la qualité du produit. Et ça, c'est une plus-value qui doit être prise en compte dans le prix de vente. Mais bon, là, c'est un peu plus complexe, c'est des choses où il faut prendre le temps de rentrer dedans. Après, c'est beau, voilà, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour n'importe quelle filière. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. D'accord. Alors, juste pour y apporter plus d'éclaircissements, comme vous avez dit, les paysans qui sont au village, eux, ils sont déjà, en fait, dans le milieu. Autrement dit, bon, là, je vais encore prendre les noix de palmier comme exemple, pour ceux qui produisent l'huile de palme en Casamance. Donc, ils habitent déjà, en fait, dans le milieu. À côté de ta maison, il y a un palmier à huile qui est là. Tu pars, juste, tu cueilles, et après, tu vas, voilà, préparer ça avec ta famille. Et que, si, par exemple, c'était l'entrepreneur agricole, pour cueillir déjà, c'est un investissement. Voilà, pour d'abord mettre en place la plante, voilà. Pour aller cueillir, c'est un investissement. Pour décortiquer, pour trier, c'est un investissement. Pour décortiquer, et pour après, encore la transformation et aussi la mise en bouteille et autres, c'est... Exactement. Et puis, en entrepreneuriat, d'habitude, en entrepreneuriat agricole, même, je vais dire, ceux qui font l'erreur, bon, que ce soit en agriculture ou même dans d'autres domaines, les gens, quand en fait, par exemple, la matière première provient de la famille, eux, ils vont pas insérer ce coût. Et que dans un futur proche, peut-être, ta famille ne sera pas là pour te le donner tout le temps. Et donc là, ce serait mieux que dès le départ, tu puisses mettre ce coût de revient, cette dépense dans le coût. Comme ça, quand tu vas mettre en place ton prix d'achat, tu n'auras pas de problème à l'avenir en changeant des prix, en augmentant. Après, les gens vont te critiquer ou que tu vas perdre tes clients. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Tu vois, juste, je me permets, pour te donner un exemple, là, on approche de la Tabaski. Et ça, c'est un très bon exemple qui rejoint ce qu'on est en train de dire. Quand tu as les Dakarois qui ont leurs moutons en haut du bâtiment, et ce mouton-là, ils achètent du foin, ils achètent de l'aliment toute l'année pour engraisser et entretenir ce mouton. Plus les frais vétérinaires, etc., le frais d'entretien, même si ça leur coûte rien parce que c'est eux qui entretiennent ce mouton-là. Et quand tu sors dehors et qu'ils te disent que le mouton-là, il vaut 300 000, 400 000, 500 000, est-ce qu'ils ont calculé tout leur coût, le coût de revient de ce mouton-là, comparativement au berger qui, lui, est dans la forêt et qui passe son temps à marcher, à chercher des brins de paille par terre et qui alimente au minimum son mouton? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tout ça doit être pris en compte. C'est-à-dire que quand on fait un investissement, la rentabilité, c'est le minimum qu'on recherche. Maintenant, il faut savoir être raisonnable dans la marge qu'on souhaite obtenir dans un produit. Mais il faut savoir aussi chiffrer et distinguer tous ces points-là. C'est-à-dire le coût d'investissement qu'on a, les charges réelles fixes qu'on a, et potentiellement le prix de vente avec la marge pour ce qu'on puisse évoluer. Parce que c'est quand on fait une marge qu'on peut évoluer dans un business. Et surtout, ne pas vendre à perte. Surtout. Alors, j'espère que les bergers, les vendeurs des moutons de Tabaski en prendront note. Alors, je rappelle le thème, l'importance de se former en agriculture. L'importance de la formation en agriculture avant de démarrer un projet agricole. Et même si c'est un autre projet, hein. Donc, Steven Moussa, vous êtes entrepreneur agricole, fondateur de GIE Elite Palme, consultant, coach, conférencier. Alors, on a débuté le thème en parlant que l'agriculture est vraiment un effet de mode, mais que ce n'est pas un effet de mode que voilà, on doit s'y lancer aveuglément et que ceux, en tout cas, qui veulent vraiment se faire de l'argent rapidement n'ont pas leur place dans ce monde parce que c'est un monde, l'agriculture est un monde, en fait, dans lequel il faut avoir à l'esprit que ça va être un mode de vie. Un mode de vie, c'est-à-dire que tu vas être sous le soleil à 45 degrés du matin au soir et qu'il faudra être très, très, très patient pour avoir une récolte de qualité. Vous avez aussi parlé de la contrainte qui est remarquée dans pas mal de pays d'Afrique, autrement dit la main-d'œuvre déjà, et surtout une main-d'œuvre qualifiée, hein. Quelqu'un qui puisse aimer son travail et aussi de la qualité du matériel végétal. Donc, il y a des entreprises qui exigent vraiment
quand par exemple vous dites que le produit soit bio, déjà vous devriez vous assurer, vous l'entrepreneur agricole, que toutes les étapes auxquelles le produit est passé sont vraiment passées de manière, on va dire, normale déjà, et que ça soit bien supervisé et surveillé. Et vous êtes aussi dans le coaching, vous aviez parlé de 3 catégories de personnes qui veulent être accompagnées, autrement dit, les étudiants, les entrepreneurs et aussi les investisseurs. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et lui, il est carrément sur l'accompagnement de l'aménagement des terrains et aussi des stratégies à mettre en place pour pouvoir réussir son projet agricole. Voilà, donc vous êtes passé notamment au Togo, au Mali, en Guinée et maintenant au Sénégal. Et vous aviez aussi parlé de l'aspect écologique qu'il faut prendre en compte. Et avec GE et les palmes, ce que j'ai aimé, c'est la sensibilisation que vous avez eu à dire concernant en fait la démarche de l'Occident par rapport à nous les Africains et qui sont là tout d'abord pour leurs intérêts et que les palmiers à huile que vous vouliez mettre en place, que vous êtes là tout d'abord pour dire un reboisement nouveau parce que le Sénégal n'a pas les mêmes caractéristiques que par exemple au Gabon ou en Guinée équatoriale concernant la végétation bien sûr et qu'il peut y avoir un reboisement total qui est là et que ces palmiers à huile qui sont tout le temps critiqués captent déjà du CO2. Donc nous voyons que l'Afrique débourse chaque année des millions, je vais même dire des milliards avec la différence, avec les réunions des différentes COP qui sont en train de se passer, la conférence des partis, et que d'après eux, nous sommes en train de participer au réchauffement climatique, mais si nous voyons les choses, est-ce que nous y participons vraiment? Et que le palmier à huile, comme il capte le CO2, comme c'est un bon projet, surtout pour les Sénégalais qui s'intéressent à l'agriculture. Et vous avez aussi spécifié que sur 1 hectare de palmier à huile, c'est beaucoup plus rentable de beaucoup plus de culture. Et par là aussi, je vais dire que j'avais vu une information l'année dernière sur le palmier à huile, bon, sur l'huile de palmier, c'était carrément, qui disait que maintenant on l'utilise comme biocarburant et qu'en Inde, tout à fait, il y avait un premier avion qui avait démarré grâce à l'huile de palmier, comme huile de moteur. Alors, je pense que nous avions fait un tout petit peu le tour du thème. Donc, qu'est-ce que vous aviez à dire à ces petits entrepreneurs qui démarrent, à ces entrepreneurs sénégalais qui ne savent pas encore où mettre les pieds? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme conseil? Alors, je vais me permettre juste d'ajouter quelque chose. C'est que l'aspect environnemental est crucial et primordial pour notre planète. On est dans un monde de réchauffement climatique dû aux émissions de CO2, à la pollution, à cause de l'homme, à cause du mode de vie de l'homme actuel. Et comme tu viens de le dire à l'instant, l'Afrique, aujourd'hui, malgré la population qui augmente, etc., malgré les véhicules usagés et tout, ne fait pas partie des plus gros pollueurs. Mais quand on prend un pays comme le Sénégal, qui est déjà sous-boisé, qui est très faiblement boisé, et qui subit malheureusement le déboisement massif des quelques arbres qui nous restent, que ce soit en Sénégal oriental, en Casamance, et même ici dans les zones beaucoup plus sahéliennes où il n'y a pas beaucoup de massifs forestiers. Il est très important que les populations comprennent, et la sensibilisation là-dessus est très importante. C'est pour ça que je parle de reboisement intelligent. C'est-à-dire que quand on plante des arbres, que ces arbres-là aient un intérêt multiple pour les populations. Parce que l'intérêt sur le climat, il est invisible. La captation de CO2, la création du microclimat vient plus tard, mais toutes ces choses-là sont invisibles pour la population dans l'immédiat. Et on sait très bien qu'ici, en règle générale, les populations de base, elles, ce qui les important, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on y gagne tout de suite? Et c'est pour ça aussi que le reboisement, la plantation de fruitiers ou par exemple du palmier à huile, ils ont du mal à l'intégrer. Pourquoi? Parce que le palmier à huile ou un arbre fruitier, il faut 3, 4, 5 ans avant qu'il commence à produire quelque chose. Il faut l'entretenir pendant ce temps-là. Il faut le protéger pendant ce temps-là. Des animaux divagants, etc. C'est-à-dire qu'il y a un contexte général qu'il faut essayer de revoir. Et la sensibilisation des populations, c'est la base. Tant qu'on continue comme ça, on peut injecter tous les milliards qu'on veut.
tant que l'environnement n'est pas pris en compte, on risque d'avoir un problème. Donc, par rapport au palmier à huile, juste pour clôturer ça, le palmier à huile, il a un impact multidimensionnel à prendre en compte. En termes environnemental, en termes de développement durable et en impact social immédiat. Quand on prend une zone qui est déboisée, on y plante des palmiers à huile. À partir de la 3e année, on commence à récolter des régimes. Ces palmiers à huile-là, plus ils poussent, plus ils créent un microclimat qui sécurise la parcelle et on peut y injecter d'autres cultures en interligne, du maraîchage, des céréales, du fourrager, et on peut créer des projets qui vont impacter des zones ciblées. Donc les populations locales, au lieu de fuir leur zone pour aller en ville, pour chercher du travail, pour être sous-payées, elles peuvent rester dans leur environnement de base si on les accompagne avec un environnement favorable. Et la création de richesses. Donc tout ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Alors pour clôturer, pour encourager, si j'ai un message à donner aux jeunes, à la nouvelle génération qui souhaitent rentrer dans l'agriculture, parce qu'on parle d'agriculture, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'agriculture, c'est un métier du vivant, dans toutes ses branches. Parce qu'on a l'élevage, l'agriculture, le maraîchage, l'arboriculture, tout, la pisciculture, tout ça fait partie de la même famille. Mais toute cette famille-là fait partie du vivant. Le végétal, l'animal, c'est du vivant comme nous, les êtres humains. Ça nécessite de la patience, de l'entretien, de la surveillance et surtout de la rigueur. C'est pour ça qu'on parle d'un mode de vie. Il n'y a pas d'horaire de travail. Donc c'est là aussi où on fait la différence entre un employé qui lui est intéressé uniquement par son salaire à la fin du mois et un entrepreneur qui doit être intégré à 100% dans son projet. Donc le message que je peux lancer, c'est que faites en sorte de vous former, soyez patient, soyez conscient que le départ sera compliqué, même si vous devez être employé quelque part pour un salaire misérable ou un stage non rémunéré, le principal c'est que vous gagnez en expérience. Surtout, n'hésitez pas à circuler, à voyager. Le Sénégal est assez grand. L'Afrique de l'Ouest, avec la CEDEAO, permet aux résidents de la CEDEAO de circuler librement. Si vous avez bien évidemment un peu de monnaie pour les transports et autres. Et surtout, vos téléphones. Au lieu qu'ils servent à regarder des comédiens ou d'une grande n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'informations utiles sur Internet. En commençant par votre média. Donc, faites des recherches, prenez le temps que vous avez de disponible, utilisez-le à bon escient. Faites des recherches, instruisez-vous. Parce qu'on peut même faire des formations agricoles ou dans n'importe quel domaine sur Internet. Moi-même, malgré mes plus de 20 ans d'expérience, jusqu'à aujourd'hui, j'apprends des choses dans mon domaine de compétences sur Internet. Donc, soyez conscients de ça et soyez conscients que l'avenir appartient à la jeunesse. Soyez rigoureux et soyez dans l'impact. Ne cherchez pas absolument et à tout prix l'argent. Parce que l'argent viendra au fur et à mesure. Voilà comment je peux clôturer Et par là, je vais dire que, comme on dit, l'argent ne fait pas le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc, il faut d'abord y avoir la passion, la patience et aussi l'envie, ou je vais dire même la nécessité de se tourner vers l'information. Voilà. Donc, comme vous avez dit aussi, ce n'est pas intéressant de faire une formation et aussi de ne pas l'appliquer. Il y a pas mal de jeunes, ils se forment en entrepreneuriat, en agriculture, en aviculture, mais tant qu'ils ne le pratiquent pas, ils ne comprendront pas leurs erreurs. Et il y a aussi des jeunes, des fois, ils veulent coûte que coûte avoir de l'argent. Donc ça, c'est une petite anecdote. Par exemple, les gens qui sont dans l'aviculture, donc il y avait une jeune fille là, elle a d'abord fait, elle avait d'abord mis des poussins en cage et tout. Après, elle a eu à récolter ses premiers poulets, elle a vendu et tout. Sa deuxième et sa troisième fois, par contre, c'est très mal passé parce que tous les poussins sont morts comme ça d'un coup. Et jusqu'à présent, elle n'a pas fait de formation. Donc, du coup, elle est en train d'investir comme ça de l'argent inutilement. Donc, formez-vous quand même. Et c'est en vous formant, en fait, que vous allez découvrir beaucoup de choses, que vous allez aussi avoir de l'expérience. Et que même si ce ne sont pas des stages rémunérés, ça en vaut la peine. Ça, je vous le dis. Et en dernier lieu, toujours sur les palmiers, vu que je suis une passionnée, au Bénin, on dit que le palmier à huile est appelé comme l'arbre de la vie. Et que voilà, franchement, il y a beaucoup de propriétés, de vertus concernant cet arbre. Et qu'il y a même, en fait, une chanson qu'il chantait avant.
et que même dans les villages, genre, il faisait le tour du palmier, voilà, pour Mhm. donner sa gloire et tout, juste pour dire que c'est vraiment un domaine dans lequel les gens devraient se tourner et une plante aussi, un palmier vraiment, dans lequel les gens devraient s'informer. Alors, merci beaucoup à vous, Steven Moussa, d'avoir été là. Il est aussi sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir son profil Instagram. Comme je l'avais dit tantôt, il est entrepreneur agricole, fondateur de GIE et les Palmes, consultant, coach et conférencier. Alors, nous sommes à la fin de la rubrique Agriculture, terre fertile et main verte. Tout de suite, nous allions commencer avec la rubrique Jeunesse et entrepreneuriat et la rubrique Tech va s'en suivre. Donc, restez avec nous et surtout, merci encore pour votre fidélité face à nos programmes matinaux. 10h midi, 10h,